Allez, on va reprendre les démos avec Alexis Fiançon de la société iTrust et qui va nous parler d'intelligence artificielle. Tu peux prendre le micro qui est là. Donc bonjour à tous. Je vais profiter de l'atelier pour vous parler de l'intelligence artificielle et de façon globale en fonction de comment on peut l'appliquer sur les différents secteurs d'activité. Donc assez rapidement, je vais vous parler d'iTrust, 3 pôles d'activité. La partie expertise, audit, pentest, la partie solution, puisqu'on est éditeur de logiciels, donc éditeur français, ça fait 13 ans qu'on travaille là-dedans, donc spécialisé en cybersécurité. Donc iCare, scanner de détection pour la partie préventive, le SIEM, collecte des logs, enrichissement, parsing, stratégie de détection, la brique Revelium pour le module d'IA, et la partie Axia pour tout ce qui va être EDR et remédiation automatisée sur poste critique. Le but, c'est d'avoir ces solutions pour construire un SOC. Donc, au travers d'un SOC, vous avez des ressources humaines, des procédures, mais des solutions techniques. Pourquoi cette présentation? C'est pour vous contextualiser aussi comment on va apporter l'IA et comment on va la représenter. Donc, quand on définit une stratégie de détection, il faut un référentiel. Le but, c'est de se baser sur un référentiel qui est connu, la matrice MITRE, qui permet de cartographier les dimensions tactiques et techniques de mode opératoire d'attaquant. C'est-à-dire que ça vous permet d'évaluer et de visualiser votre couverture défensive par rapport à des risques. Donc vous définissez par rapport à des tactiques, des techniques, des risques à couvrir en utilisant des sources de logs et vous implémentez une stratégie de détection. Votre stratégie de détection, il ne faut pas se dire j'utilise que l'IA ou j'utilise qu'une technique. Une stratégie de détection, vous avez la possibilité de la mettre en place et de la couvrir en utilisant des règles de détection, des règles de corrélation, des arbres de décision et des scénarios d'IA. Tout simplement parce que c'est complémentaire et qu'un scénario d'IA, donc du machine learning, ne va pas forcément être nécessaire ou qualifié si vous avez besoin de détecter un système qui n'a pas de déviance, sur lequel vous autorisez uniquement votre système un état 0 ou 1. Vous n'avez pas besoin de mettre une analyse intelligence artificielle autour de ça, vous mettez juste une simple détection pour cette partie. Donc comment on la construit, cette matrice MITRE? On va identifier donc les tactiques, les techniques, les risques à couvrir. Derrière chaque risque, il y a des sources de logs. Derrière chaque source de log, il y a une verbosité associée. Donc, quel est le contenu des logs? Jusqu'à quelle finesse on peut aller? Et vous allez avoir des règles de détection associées. Ces règles de détection, ça peut être de la corrélation, de l'IA, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est complètement itératif et qui est bidirectionnel. À un moment donné, vous avez un nouveau risque à couvrir puisque, entre discussions RSSI, vous avez une entité dans votre entreprise qui vous dit « j'ai eu un problème sur ce risque-là, je veux le couvrir ». On part de ce risque, les tactiques, les techniques associées. On regarde si vous avez la source de log, la verbosité associée, et ensuite on met en place la stratégie de détection. De façon identique, si vous avez une source de log nouvelle qui est intégrée dans votre SI, vous faites la même démarche, vous identifiez les règles de détection, de corrélation, scénario d'IA nécessaires, vous allez pouvoir identifier quels sont les risques que vous allez couvrir, quelles sont les tactiques et techniques que vous allez couvrir avec cette nouvelle stratégie. Donc c'est quelque chose qui est complètement évolutif. Un SOC, d'ailleurs, ça reste évolutif. Votre stratégie de détection, quand vous la mettez en place au début de votre SOC, un an après, ce n'est pas la même. Tout simplement parce que vous le contextualisez. Vous avez une PSSI d'un client à l'autre qui est complètement différente. Vous avez des choses qui sont autorisées dans une entreprise, du trafic SCMP, d'autres non. Donc c'est vraiment à faire évoluer et ce n'est pas quelque chose qui doit rester statique. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu ce référentiel. Ensuite, l'IA. Donc l'IA, c'est un peu le mot buzz que tout le monde utilise. Quelqu'un qui vous dit qu'il faut utiliser l'IA ou avec l'IA je fais tout de suite, généralement il faut se méfier. Donc quand on parle d'IA, et là je vais vous expliquer un petit peu sur la partie machine learning, ça nécessite des ressources particulières. Déjà en cybersécurité, on le sait tous, les RH ont un problème, et on a besoin d'analystes SOC niveau 1, niveau 2, audit, pentester, et c'est quelque chose d'assez complexe à trouver, à conserver. Pour faire du machine learning et vraiment de l'intelligence artificielle, il faut des profils très orientés mathématiques, de type data scientist. Donc c'est des profils qui sont encore plus particuliers. Et le but, c'est d'arriver à faire travailler ces data scientists avec ces gens du métier cyber pour construire des algorithmes pertinents. Donc comment est un peu né l'IA? On parle de statistiques. Les statistiques, ça existe depuis X temps dans la finance, dans énormément de secteurs d'activité. On a derrière le système des gestions bases de données type SQL qui sont arrivées deuxième moitié du XXe siècle, qui permettent d'évaluer et d'identifier toutes ces données, de gérer ces données. À partir de là, le data mining est apparu. Donc, c'était toutes les premières techniques de visualisation, prédiction, comme la régression, qui sont apparues.
À partir des années 90, on a les algorithmes de type réseau de neurones qui ont apporté des premiers résultats assez intéressants. On pense notamment à la victoire de Deep Blue sur le champion du monde aux échecs, où là, vraiment, le but, c'était, au travers des données, d'identifier en fait les patterns à reconnaître et d'y associer des décisions. Donc là, on fait vraiment de la reconnaissance de patterns. Et à partir des années 2000, comme on a eu le calcul distribué qui est apparu, ça a permis d'entraîner des réseaux de neurones beaucoup plus profonds. Réseaux de neurones, donc avec énormément de variables à prendre en compte. Donc par ordre de complexité, vous avez tous les algos de type de régression. Ensuite, vous avez arbre de décision, random forest et réseau de neurones. Et grâce à ça, on va adresser et on va pouvoir mettre en place du machine learning. Le deep learning, c'est vraiment quand le réseau de neurones et l'ensemble des paramètres à prendre en compte est beaucoup plus important. Mais c'est là qu'on peut parler de machine learning. Machine learning, comme je vous le disais, un algorithme, grosse problématique des data scientists, c'est l'entraînement, c'est l'accès aux données. Quand vous mettez en place un algorithme, vous avez besoin de l'entraîner avec des jeux de données équilibrés, non équilibrés, français, étrangers. Tout simplement parce que ça le permet de l'entraîner. Et si vous entraînez un scénario avec des données où il n'y a que des attaques, vous vous rendez compte qu'en fait, une déviance comportementale, ce sera le comportement sain. C'est pour ça qu'il faut arriver à l'entraîner de façon très itérative et avec des jeux de données différents. Donc sur la partie machine learning, on va avoir du machine learning supervisé, du non supervisé. La distinction elle est assez simple. Machine learning supervisé, vous avez un algorithme, vous qualifiez des données, vous avez des données qualifiées et vous lui apprenez à reconnaître des patterns définis dans les données. C'est-à-dire que vous ciblez au travers de cette stratégie de détection ce que vous voulez détecter. Donc vous voulez peut-être détecter un DGA, un DNS tuning. Donc le DGA, c'est la génération de noms de domaine aléatoires. Ça va être utilisé par les attaquants pour leur permettre de continuer leur attaque sans que les noms de domaine qui sont générés de façon aléatoire soient bloqués par les équipements de sécurité. Ça, au travers d'un scénario de détection, vous n'avez pas la capacité de le faire. Donc le but du DGA, c'est vraiment d'avoir des noms de domaine qui sont générés de façon aléatoire et qui vont être utilisés comme des bots, tout simplement pour faire de l'exfiltration de données au travers de trafic de type DNS. Donc on va réussir à couvrir ce type d'attaque, donc qui est vraiment de la technique d'exfiltration de données, au travers de 3 modélisations. Donc il y a une modélisation de type LSTM, une modélisation de type bigram et du random forest. Donc les 3 spécificités, c'est le LSTM, c'est tout ce qui est long short term memory. En fait, ça teste la cohérence des noms de domaine qui vont contacter l'organisation. Vous pouvez le voir tout simplement et ça va être utilisé, si vous utilisez Gmail, vous tapez bon, il y a jour qui apparaît. Vous répondez à quelqu'un, vous avez bonjour et vous avez le prénom qui apparaît. Donc ça va être une des premières techniques qui est utilisée dans cette prédiction de langage. Et là, ça va un petit peu plus loin. Ça va vous permettre aussi de créer des groupes d'utilisateurs et vous allez tester une cohérence, comme si vous testiez une cohérence de conversation. Vous posez une question à quelqu'un, tous les jours il vous répond oui, le dernier jour il vous répond non. Vous testez la cohérence à très court terme, vous dites c'est normal. Vous la testez dans sa globalité, vous remarquez que ce n'est plus cohérent. La partie random forest, le but c'est de représenter tout l'enchaînement des caractères qui peuvent être utilisés par des noms de domaine aléatoires et des noms de domaine qui sont normaux. Et vous allez à chaque fois comparer si c'est malveillant ou pas. Donc ça va vous donner, ça se construit en fait, ça construit une base de données qui devient avec des millions de possibilités et qui va être comparée à chaque fois. Et bigram, c'est la possibilité de comparer des caractères. Par exemple, prenez une URL, si vous comparez les premiers caractères, si vous avez www au début, vous inquiétez pas. Bon, à la fin, si vous avez www, c'est quelque chose qui est plus anormal. Et donc le tout combiné vous permet d'avoir un algorithme qui permet de détecter l'exfiltration de données de type DGA. Donc là, c'est vraiment sur du machine learning supervisé. Mais on utilise aussi le machine learning pour du non supervisé. Comme je vous disais, la différence, c'est à ce moment-là, on ne cible plus un comportement spécifique, donc on ne cible pas une exfiltration de données, on ne cible pas un ransomware, on ne cible pas forcément une criticité de type mouvement latéral ou autre type de comportement, c'est qu'on va détecter une déviance comportementale. Donc c'est vraiment d'arriver au travers de techniques de modélisation, de représenter l'état d'un système. Et dès qu'il va varier, on va avoir une déviance comportementale. Donc sur la partie gauche, par exemple, c'est une représentation des communications IP dans un système. Donc chaque arête est une communication, chaque nœud est une IP. Et vous voyez, sur le petit cercle qui est à côté, la topologie de la forme change complètement. À ce moment-là, on a une déviance comportementale. Là, c'est une illustration de ce que l'algorithme peut apporter et de ce qu'il met en visibilité pour les clients. Là, c'est une aide à la décision. Donc c'est une utilisation à partir de log firewall.
Sur le cas du centre, c'est la représentation de l'activité d'utilisateur et de l'intensité de leur communication suivant 9 canaux. Vous créez une signature spécifique à chaque utilisateur et dès que cette signature change, vous avez une déviance comportementale. Le but, c'est vraiment, comme je le disais, d'arriver à créer une signature, une représentation du système nominal. Et dès que vous avez cette forme qui change, cette activité qui change, vous avez une déviance comportementale. La partie droite, c'est des techniques qui sont utilisées de plus en plus, c'est de la réduction de dimension. Donc on projette la représentation de l'activité, donc par exemple des IP de votre système, comment ils communiquent et leur évolution. Vous le verrez tout simplement après pour créer des zones à risque ou de la déviance comportementale. Donc là, on est vraiment sur du non supervisé. Donc là, typiquement, les techniques d'embedding, ça permet aussi de faire de la représentation de zones à risque. C'est-à-dire que vous avez votre algorithme, vous l'entraînez, vous analysez, vous représentez dans un plan à 2 dimensions l'ensemble des communications sur différents aspects, des appels, durée de session. Et à force, vous y injectez des attaques, et à force d'y injecter des attaques, vous allez identifier des zones à risque. Ça veut dire que vous savez qu'en représentant votre système, lorsqu'il est nominal, lorsqu'il y a des attaques, vous allez avoir des zones qui se dégagent comme des zones à risque. Et votre algorithme en production, chaque fois qu'il va représenter des points dans ces zones jaunes, vous savez que c'est des comportements à risque. Et là, ça devient une aide à la décision, plutôt que rester forcément une boîte noire. Vous avez la possibilité d'avoir une représentation qui permet à l'analyste de creuser un caractère à risque. Autre représentation avec une attaque, encore une fois, liée à tout ce qui est trafic DNS. Donc à gauche, un système normal, c'est de l'embedding toujours, donc la représentation à 2 dimensions des communications d'un système. Donc vous avez les points qui sont proches qui communiquent beaucoup. Ce qui est en rouge transmet plus de logs que ce qu'il n'en reçoit. Ce qui est en vert en reçoit plus que ce qu'il n'en émet. Donc vous avez des groupes qui se forment au travers de l'algorithme. Vous avez un groupe en bas à gauche, en haut à droite, le DNS qui va communiquer avec les adresses publiques, qui va émettre plus de logs. Et à un moment donné, vous injectez une attaque. Donc là, on est dans du command and control avec du trafic au travers du DNS. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez votre DNS qui est contacté par énormément de bots publics. Donc toutes les IP externes deviennent beaucoup plus émettrices que réceptrices. Donc vous avez le cercle vert qui grossit énormément. Et le DNS, à ce moment-là, qui passe d'un état où il était plus récepteur que transmetteur de logs, il change de couleur et à ce moment-là, c'est lui qui fait l'exfiltration de données. C'est vraiment une attaque de type DNS. Et ça, au travers de la détection, vous ne pouvez pas le faire. Tout simplement parce que si vous allez vers du DGA ou des choses comme ça, le seuil ne vous permettra pas de détecter ce type de comportement. Donc là, c'est vraiment une représentation du fonctionnement de l'algorithme et de la déviance qui se fait lorsque vous avez cet algorithme en production. Donc vous avez vraiment la représentation de l'évolution du système lorsqu'une attaque est implémentée ou injectée dans le système. Le but, c'est vraiment d'avoir, au travers de l'UEBA, une représentation de l'activité de votre entreprise, donc une vague comportementale. Vous apprenez cette vague, vous la construisez, vous la représentez. Et derrière, chaque fois que vous avez un point qui sort de la vague, c'est que vous avez une déviance comportementale. Encore une fois, cette déviance comportementale, elle n'est pas forcément liée à de l'exfiltration, elle n'est pas forcément liée à du cryptage, à du mouvement latéral, à de la destruction de serveurs. Ça peut être tout type d'action qui peut être détecté. C'est vraiment une déviance par rapport au fonctionnement de votre SI. Vous le représentez, et à un moment, vous avez quelque chose qui change dans cette signature, dans l'ensemble des paramètres qui sont pris en compte, et ça devient une analyse, une déviance comportementale avec un alerting associé. Donc un cas concret, où vous voyez en jaune clair, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais en jaune clair, c'est ce qui est appris par l'algorithme, et les pics, c'est le temps réel. Ça veut dire que vous avez ce qui a été appris, ce qui a été construit par l'algorithme, et en temps réel, c'est la prédiction de ce qui va se passer dans les 15 prochaines minutes. Et vous avez à un moment donné un pic qui sort de la courbe. Et à chaque fois, ça a mené des analyses. Sachant que là, c'est un cas concret chez un client, mais vraiment orienté log web access. On peut le faire sur du proxy, sur du firewall. Et ces 2 cas n'avaient pas forcément été détectés par des SOC vraiment SOC avec règles de détection, règles de corrélation. Tout simplement que c'est un mix de comportements qui vont mener à une déviance comportementale. Ce n'est pas forcément un seuil qui est atteint, c'est un ensemble de paramètres qui, corrélés, vont mener à une déviance comportementale. La stratégie de détection, les règles de détection, les règles de corrélation, le scénario d'IA, le but c'est de répondre à une question. Est-ce que vous pensez être protégé ? On sait que 80% des attaques, c'est lié à l'entité entre le poste et la chaise, donc l'utilisateur. Si vous faites une campagne de phishing dans vos systèmes d'information et avec vos collaborateurs, vous pouvez faire une campagne de phishing, marquer attention, c'est une campagne de phishing, merci de ne pas cliquer. Je peux vous garantir qu'il y a des gens qui cliquent dessus quand même.
Vous faites quelque chose de plus évalué, où vous allez utiliser l'adresse du PDG. Enfin, vous allez sur LinkedIn, vous trouvez assez facilement comment se fait une adresse mail dans une entreprise. Et la plupart du temps, c'est prénom.nom@entreprise.fr ou première lettre du prénom, nom de famille @l'entreprise.fr. Donc, vous pouvez retrouver assez facilement. Et là, vous pouvez faire une campagne de phishing un peu plus évoluée. Où vous dites, pour des questions de réglementation, merci de me répondre avant 17h. Mail du PDG, tout le monde va répondre. Vous verrez un scoring différent, une réponse différente. Donc vraiment, on identifie le collaborateur dans ces scénarios d'UEBA comme une entité à risque. C'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Le but de tout ça, c'est aussi de pouvoir montrer des métriques et une représentation. Donc, toujours par rapport au référentiel de la matrice Smith, de pouvoir représenter par rapport à une attaque des métriques associées et une représentation en fonction des tactiques, des techniques et un scoring par rapport à la menace qualifiée. Mais le but, c'est de se dire à un moment, très bien, on a identifié que le collaborateur, c'était une entité à risque. On met de l'UEBA, on met des règles de détection, on met des règles de corrélation. Mais en fonction des secteurs d'activité, ces zones à risque ou ces entités à risque, elles vont complètement varier. Si on prend le secteur ferroviaire, si on prend plus tout ce qui va être commune, ce qui va être événements sportifs, ce qui va être secteur de la santé, ce qui va être bancaire, vous allez avoir des entités à risque qui sont complètement différentes. Donc le but, c'est au travers des 6-7 prochains slides, alors je n'ai pas pu couvrir tous les secteurs d'activité, mais c'est de vous présenter, en fonction de ces secteurs d'activité, quelles peuvent être les réflexions, les pistes de la mise en place d'une stratégie de détection orientée métier qui peuvent utiliser l'UEBA. Pour les communes, par exemple, on va avoir différents cas. On a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir pour qu'on mette en place de l'UEBA sur de la déviance comportementale d'accès à des pools de données très critiques. Donc par exemple, l'accès à l'état civil. Vous avez ça comme données critiques chez vous dans une commune, et les personnes qui y accèdent, il faut vérifier comment elles y accèdent, la durée des sessions, des choses comme ça. Donc ça peut être une entité à risque et vous changez au-delà du collaborateur l'entité de risque et la surveillance à apporter. Les services en ligne, on voit que l'ouverture en ligne d'énormément de services, vous vous exposez à beaucoup plus d'attaques, à beaucoup plus de comportements qui sont anormaux. Je ne parle pas du système juste on-off du site web. L'IoT dans les smart cities, dans les villes connectées, on va le retrouver de plus en plus souvent. Alors un feu rouge, ça ne va pas générer beaucoup de logs. Par contre, de pouvoir identifier une déviance comportementale de la plateforme qui centralise l'ensemble et peut-être d'identifier que 5 feux rouges qui passent au vert sur un chemin défini tracé, ça peut être une déviance comportementale. Ça, c'est les cas que je vous explique, c'est des cas où des personnes sont venues nous expliquer parce qu'ils voulaient apporter ce type de détection dans ces systèmes. C'est vraiment des choses concrètes. Le but, c'est aussi de corréler tout ça à de l'analyse de risque métier. Ça veut dire que quand on déploie un SOC, on part sur les équipements de sécurité périphériques, firewall, proxy, AD, serveur, IDS, VPN, Zscaler, Bastion. Tout ça, on accompagne nos clients sur cette stratégie de détection, puisque c'est des choses qu'on a l'habitude de mettre en place et on peut leur présenter quelles sont les règles de corrélation, de détection, de scénario d'IA à mettre en place en fonction des ressources et de leur système d'information. Par contre, sur la partie métier, on a besoin d'une analyse de risque métier. Savoir quelles sont les autorisations d'accès à tous les documents état civil. Si le client vous dit à 18h30 plus personne n'accède, détecter quelqu'un qui se connecte à 19h30, on n'a pas besoin de faire du machine learning. On met en place une simple règle de détection qui dit après 18h30, je veux détecter quelqu'un qui se connecte et vous avez l'alerting. Vous n'avez pas besoin de faire de la déviance comportementale. Le but de cette déviance comportementale, c'est de pouvoir la mettre en place quand votre système il autorise une déviance. Vous ne dites pas à vos utilisateurs, tu n'accèdes pas à Internet. Ce n'est pas du 0 ou 1, ce n'est pas du blanc ou du noir. Vous avez une déviance qui est autorisée, vous n'avez pas forcément de règles strictes qui sont mises en place autour de ces systèmes. Donc le collaborateur est toujours au sein d'une entité à risque. La partie ferroviaire, c'est également le même principe. Vous avez une zone à risque qui peut être la zone de signaling, tout simplement zone à risque parce que c'est critique pour l'entreprise avec un fort taux d'attaque. C'est ce qui va gérer la communication vers le train en disant tu prends à droite, à gauche. Vous comprenez qu'il y a un risque humain fort derrière. La gare peut être une représentation si on arrive à identifier ça comme une entité à risque. Le train, on sait qu'il y a des communications train-sol qui sont continues, mais dont le volume de données n'est pas forcément hyper parlant. Le but, c'est de se dire, très bien, dans un train, vous avez différents systèmes. Vous avez vraiment la vitesse, les freins, la clim, les lumières, les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'une personne malveillante dans un train peut accéder comme système? À quoi il peut accéder? Qu'est-ce qu'il peut manipuler? Donc là aussi, faire de la déviance comportementale dans la communication entre tous ces systèmes, ça reprend un peu les schémas d'embedding dont je vous ai montré avant. Pour l'état civil, par exemple, si on fait un focus dessus, comment on va pouvoir faire de la détection au travers de l'UEBA pour un cas qui est
est apparu il n'y a pas longtemps, mais qui peut être concret et qui peut se représenter sous toute la partie data lake. Donc dès que vous avez des systèmes d'information avec des données critiques sur lesquelles vous voulez avoir une vraie supervision, on peut mettre en place de l'UBA tout simplement parce qu'on va avoir l'ensemble des logs à disposition. Le but, en fait, la démarche, c'est d'arriver à détecter et à identifier des features associées. Donc vous avez comme feature une durée de session, un type de connexion, le nombre de bytes, les actions réalisées, les éventuelles erreurs. Donc tous ces features vont vous permettre de caractériser chaque session qui vont être réalisées. La partie à droite, c'est le fait de projeter l'ensemble de ces communications, la représentation, sur un plan à 2 dimensions. Donc vous avez l'ensemble des sessions avec ces features qui sont représentées. L'étape d'après, c'est de les regrouper par typologie. Donc vous dégagez des groupements similaires de fonctionnement des sessions. Donc vous avez 3 couleurs qui apparaissent, du bleu, du vert, du rouge. Et dans l'évolution, ça va vous permettre de détecter ce qui ne correspond plus à ces groupes-là. En fait, cette évolution aussi et cette détection, cette analyse comportementale, si vous regroupez, que vous représentez des groupes d'utilisateurs dans votre système d'information, la déviance comportementale, c'est un utilisateur qui va changer de groupe ou qui va se retrouver isolé. Donc là, c'est la même façon de faire. Une façon aussi de représenter, vous le voyez dans le schéma qui est en bas à gauche, et vous voyez assez rapidement une périodicité qui se dégage. Vous voyez la journée et la nuit, le week-end. Et assez rapidement, vous allez voir les IP qui apparaissent un peu plus bizarres, qui sont plutôt sur le haut du schéma en fonction de différentes features qui sont prises en compte. Donc c'est vraiment une façon sur laquelle on pourrait répondre sur vraiment la déviance comportementale d'accès à ce type de données. L'événement sportif qui va regrouper aussi un certain nombre de choses identiques. Et là, les entités à risque, toujours à corréler avec une analyse de risque métier. Le fan peut être une entité à risque. En fonction de quels moyens on peut détecter une déviance comportementale. Ce sont les accès Wi-Fi. Est-ce que ce sont tous les types de communication? L'affichage, quelqu'un qui va détourner l'affichage dans un stade, va pouvoir faire passer n'importe quel message. Les infrastructures, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un accède à tout ce qui est sortie, porte de sortie, ascenseur, infrastructure connectée, et qu'il y apporte un acte malveillant? Les données sportives, même chose, on les voit dans les contrôles antidopage, mais quelqu'un qui accède, un peu comme sur les états civils, l'accès à ces données doit être surveillé, il faut identifier tout ce qui est déviance dessus, parce que vous avez un risque derrière associé à ces données. Secteur médical va avoir des choses un peu différentes, des risques qui sont un peu différents. En gros, vous avez des professionnels qui ont besoin d'accéder à des données très rapidement pour prendre des décisions qui peuvent intenter la vie de personne. Donc le ransomware est très fréquent dans ce secteur-là parce que vous avez un besoin d'accès à la donnée très critique. Mais les dossiers patients, par exemple, est-ce qu'il est autorisé d'accéder pour un médecin à 50 dossiers patients le week-end? Est-ce qu'il peut accéder à un dossier de sa propre famille, d'une personne classée VIP pour éviter les fuites de données? Donc tout ça, par rapport à une analyse de risque, c'est des comportements qui sont interdits, qui peuvent être mis en place et détectés, soit au travers de détection, de corrélation, ou scénario d'IA en fonction de la flexibilité que vous autorisez. L'hôpital peut être identifié comme une entité à risque. Les équipements aussi, on sait qu'il y a quelques années, il y avait un intervenant qui était allé dans un hôpital, il avait accédé au Wi-Fi, il avait pu pirater les IRM et récupérer tout ce qui était radio qui avait été réalisé. Donc là, c'est vraiment sur un aspect spécifique de l'IRM, mais on peut voir ça dans plein d'autres objets connectés. Secteur de l'énergie, différent, réseau électrique très vieillissant, site de production, les ICS, on entend souvent parler, c'est quelque chose qui est peu verbeux, mais sur lequel on peut analyser une déviance comportementale. On a également sur le secteur bancaire, transfert d'argent, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est comme déviance. Alors le secteur bancaire, c'est là où généralement il y a déjà du machine learning qui est utilisé avec de l'UEBA pour voir les déviances comportementales. Mais la fraude, c'est la même chose. Vous avez ça dans le secteur des assurances. Quelqu'un qui déclenche, qui a produit un accident, qui subit un accident et qui fait les réparations derrière, c'est assez particulier. Vous avez aussi des cas où des gens achètent des voitures dans un pays et ils ont un accident dans un autre, tout simplement parce que la politique entre les pays n'est pas la même. Et ça, c'est aussi des cas concrets qui sont présents dans ces secteurs-là, où ils utilisent du machine learning pour identifier des déviances par rapport à un traitement de données qui est juste énorme, sur lequel un humain pourrait pas faire. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter un peu l'ensemble des scénarios d'UEBA qui peuvent être appliqués à différents secteurs d'activité. Je n'ai pas tout couvert. Si vous avez d'autres secteurs d'activité, j'ai d'autres slides, on pourra en parler. On est au stand A7, donc si vous avez des questions maintenant, pas de souci. Si vous voulez venir nous voir après, évidemment, aucun problème.